Cette poste-fouille démarre justement par l'informatisation des fiches papier, des notes de terrain qu'ont pris les différents archéologues au moment de la fouille archéologique. Les photographies sont intégralement triées et numérotées. Dans le cas de la fouille de Pibous, c'est à peu près 3000 clichés qui ont été pris en compte. Vient ensuite l'étape de vectorisation des dessins techniques qui ont été réalisés pendant le chantier. Et l'intégralité de ces dessins sont vectorisés à l'aide d'un logiciel spécifique. Il permet, sur un seul support cartographique, de visualiser tous les vestiges archéologiques qui ont été étudiés pendant la fouille. L'intégralité des fragments de céramique qui ont été découverts pendant la fouille sont nettoyés à l'eau, ce qui permet aux céramologues de pouvoir observer les différentes argiles qui composent les vases, ce qui est un indicateur de production. Le lavage de la céramique permet également de faire des remontages de vases dans le cas de découverte de vases entiers, ce qui a été le cas à Pibous et Cugnes. Le mobilier métallique est un matériel un petit peu plus spécifique que la céramique. À partir du moment où tout objet en fer est remis au contact de l'air, il continue à se désagréger. Les objets en métal sont sablés pour pouvoir enlever toutes les impuretés qui sont présentes à sa surface. Concernant les matériels organiques, sur le site de Pibous et Cugnes, c'est environ une centaine de prélèvements qui ont été réalisés. Ces prélèvements ont été intégralement tamisés à l'eau sur 3 mailles différentes, dans l'optique de pouvoir identifier et isoler des fragments de charbon de bois, des restes de graines ou encore des restes de microphones qui finiront entre les mains des spécialistes concernés. Donc là, en l'occurrence, je m'intéresse aux petits escargots que j'extrais pour pouvoir ensuite les déterminer et exploiter cette information. Chaque escargot raconte une histoire de l'environnement dans lequel il s'est développé. Vous avez des escargots qui vont se développer dans des milieux fermés, des forêts, d'autres dans des milieux ouverts. Ça permet d'avoir des éléments sur le couvert forestier au moment de l'occupation. On a eu la chance d'avoir énormément de charbon de bois. Grâce à l'analyse anthracologique, on a pu proposer des avancées importantes sur la connaissance des paysages autour de Die pendant l'Antiquité. Donc l'idée, c'est d'observer l'agencement des cellules dans ces charbons de bois pour identifier les espèces d'arbres. Alors pour cela, on utilise des atlas d'anatomie du bois. Une des surprises, c'est de constater qu'au début de l'occupation du site, autour des 1er, 2e siècles après Jésus-Christ, finalement, on ne constate pas une déforestation. C'est plutôt le contraire. On se rend compte que, notamment à l'étage montagnard, la hêtraie est entretenue au point de permettre le développement de sapins en grande proportion. L'hypothèse qu'on propose, c'est d'y voir une exploitation raisonnée, voire même peut-être une gestion, qui vise à entretenir ces boisements qui puissent être exploités pour le bois d'œuvre. Et quand on avance dans le temps, à partir du IIIe siècle et au cours de l'Antiquité tardive, les paysages commencent à changer. On voit diminuer la part de ces hêtres et de ces sapins au profit d'autres arbres, notamment les chênes. Et puis, un qui nous intéresse particulièrement, c'est le pin. C'est une espèce qui aime la lumière. Donc quand on le voit augmenter, en général, on en conclut qu'on est dans une phase où les boisements vont devenir de plus en plus clairsemés. Donc il y a des changements profonds dans le paysage et qui peuvent se traduire par une érosion plus prononcée sur les sols. Voilà, donc ces changements des forêts ont des répercussions sur la conservation ou la non-conservation des sols. La géomorphologie, ça consiste en l'étude des formes du relief. On ne se contente pas de décrire, on essaie de comprendre comment se fait l'évolution de cette surface au cours du temps.
Ça consiste à étudier les processus d'érosion, de transport et de dépôt des sédiments. Un dépôt peut enfouir des vestiges archéologiques et participer à leur conservation. Au contraire, une dynamique d'érosion va participer à détruire un site archéologique. Et l'objectif est double, comprendre pourquoi les vestiges ont été conservés. Le deuxième objectif du géomorphologue, c'est de travailler en collaboration avec tous les différents partenaires pour aboutir à une lecture géo-archéologique du site. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre l'occupation d'un site donné et l'évolution de l'environnement. Et pour cela, il faut faire appel à différentes disciplines qui vont entrer en collaboration. Les disciplines liées à l'environnement et à la géologie en général, aux géosciences, et les disciplines liées à l'archéologie. Le travail du géomorphologue, d'abord, c'est un travail de terrain qui consiste à faire de la stratigraphie. Donc on essaie de restituer les différentes couches qui se sont empilées au cours du temps. Alors dans le cas de Pibousse-Écougne, par exemple, on a pu identifier 5 phases. On a d'abord des dépôts alluviaux déposés par la Drôme, qui ont formé une terrasse alluviale. Sur cette terrasse, deuxième phase, s'est développé un sol. Troisième phase, ce sol est occupé sous la forme de 2 bâtiments gallo-romains. Quatrième phase, ces bâtiments sont abandonnés et ils vont être recouverts par des colluvions. Les colluvions, ce sont des dépôts de pente par gravité qui s'accumulent généralement au pied d'une pente. Et ce qui est intéressant à Pibousse-Écougne, c'est qu'il y a eu une 5e phase sous la forme de 2 chenaux. Comme ils sont anciens, on parle de paléo-chenaux, en ordre de grandeur 15 mètres de largeur sur 3 mètres de profondeur, qui sont venus recouper toute la séquence stratigraphique du site. Le premier est actif au cours de l'Antiquité tardive, vers le VIe siècle après Jésus-Christ. Le second est actif durant la période moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Pour la période moderne, on a des sources historiques qui nous aident à comprendre comment s'est mis en place ce chenal. On sait que les versants de la région de Die étaient extrêmement dénudés. Dans ce contexte-là, un sol est particulièrement fragile. Il n'y a aucune infiltration d'eau, donc tout s'écoule et ça a mis en place sur le site un paléochenal. On est toujours partagé entre le fait de l'intérêt de ne rien trouver et l'intérêt de trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la situation intellectuelle dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Voilà. Quand on trouve, après, je pense qu'on justifie. On n'oublie pas qu'on travaille avec de l'argent public. C'est pas évident pour tout le monde de dire on va mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans des fouilles, mais à quoi ça sert, mais comment ça se fait. La conscience de la nécessité de communiquer, d'expliquer, de mettre ces découvertes et leur analyse à la disposition du public, pour nous en général, à la communauté de communes, c'est une évidence. Une partie vulgarisée de ce travail de recherche, c'est un peu dommage qu'on ne l'expose pas ou qu'elle ne soit pas visible sur les zones une fois qu'elles ont démarré, en tout cas sur les espaces publics des zones, quoi. C'est quelque chose qu'il faudrait sans doute qu'on mette au point. Et si on fait un effort de le rendre lisible pour tous, je pense que ce serait intéressant. Et donc l'intérêt, c'est l'intérêt de la continuité entre les générations. Et c'est important qu'on puisse le transmettre. Et voilà, on n'est que de passage, encore une fois. Là.